C'est toujours avec plaisir, mesdames et messieurs, que nous sommes là devant vos écrans pour vous accompagner à travers cette émission Clin d'œil sur la politique. Aujourd'hui, spécialement, nous recevons pour vous une personne qui a vécu longtemps aux États-Unis, précisément à Boston, et il a décidé de partager son expérience avec la population congolaise. Et pourquoi, dans quelle manière? Il est candidat député national à la FUNA. Il s'appelle Eric Kamba, à qui j'ai dit soyez le bienvenu sur ces plateaux. Merci. Alors, Monsieur Kamba, qui êtes-vous concrètement? Je vous ai présenté tout à l'heure que vous êtes un citoyen congolais. Vous avez habité longuement ou passé plusieurs années aux États-Unis, mais vous avez décidé de revenir ici. Quand j'ai dit de revenir, c'est-à-dire des postulants en tant que candidat député national. Qui vous êtes concrètement? Merci beaucoup. Je m'appelle Eric Kamba, je suis congolais de père et de mère. Et je suis né ici au Congo, j'ai grandi ici. J'ai grandi en fait sur l'avenue Kipata, numéro 52, enfin numéro 50, dans la zone de Makala. J'ai fait mes études primaires à l'Institut Yolono 2, c'est dans la zone de Kalamu. Et ensuite, mon cycle d'orientation à la FUNA. Donc, ce qui justifie que j'ai un devoir moral de faire quelque chose pour cette circonscription de FUNA, qui m'a vu grandir, et qui m'a donné tout, l'opportunité. Je suis ce que je suis parce que FUNA m'a encadré. Et pendant tout ce temps, que faisiez-vous aux États-Unis? Bon, je suis allé étudier, je suis allé étudier aux États-Unis. J'ai fait mes masters là-bas en santé publique, en travail social, plusieurs formations en gestion d'entreprise, bonne gouvernance, diplomatie, stratégie, et beaucoup de formations. J'ai profité de ce que les États-Unis représentent et donnent pour m'informer. Et c'est comme ça d'ailleurs que je profite de l'occasion pour... j'ai travaillé aussi là-bas, j'ai acquis l'expérience, mais je venais toujours ici parce que toute ma famille est ici, et ramener ce savoir-faire au pays. Parce que je pense que le pays a besoin de tous ses enfants pour pouvoir se relancer. Vous vous êtes démarqué avec une structure qu'on a appelée CADA, c'est-à-dire Congo en action pour une diplomatie agissante. Parlez-nous un peu de ça. C'est quoi cette structure? Oui, mais bien avant même CADA, je vais vous amener un peu en arrière. Il y a une structure d'abord que j'ai dirigée, ou que je dirige, qui s'appelait, ou qui s'appelle Centre Congolais de Développement. Donc c'est une structure qui s'occupe de l'encadrement et de l'orientation des migrants, des gens qui émigrent vers les États-Unis. Et cette structure les reçoit de manière régulière. De manière régulière. C'est un supplétif du gouvernement américain. Okay. Donc on s'occupe de la migration légale. Donc on ne s'occupe pas des gens qui fuient, c'est bien reconnu, mais on travaille avec le gouvernement américain. Donc on joue le rôle de supplétif. Et voilà, c'est un centre qui a fait du bon travail, qui ne s'occupe pas seulement des Congolais, mais des Africains en général, en fait des migrants en général, qui que vous soyez, soit vous venez de Népal, du Congo, de la Zambie. Ce centre ouvre ses portes et vous donne l'orientation, ce qu'il faut s'attendre. Parce que quand vous venez dans un pays nouveau, peut-être c'est très difficile de vous adapter. Vous ne savez pas par où commencer. Exactement. Et vous étiez là pour le centre vous orienter les jeunes, à des filières, des familles. Okay. Oui. Okay. Bien, alors, on a fait ça, ou nous faisions ça, mais puisque notre pays avait toujours... On a pensé aussi voir dans quelle mesure on pouvait aider le pays. Donc là, j'arrive à votre question, et nous avons formé... cette organisation que nous appelons Congo Action pour la diplomatie agissante. En fait, on voulait faire la diplomatie de couloir. Mais pourquoi? Pensiez-vous que l'État congolais n'arrivait pas suffisamment à canaliser, je dirais, les ressources? Non, pas nécessairement, mais on voulait accompagner, on voulait faire en sorte que
je n'ai toujours pas voulu utiliser le mot booster, mais en fait, accompagner, je crois que ce serait bien, accompagner la diplomatie, accompagner les efforts du gouvernement. Ce que le gouvernement fait, c'était déjà beaucoup, c'était loyable, c'est bien, mais on a pensé qu'il fallait toujours faire quelque chose pour aider pour apporter un plus. Un exemple serait, parfois il y a des questions congolaises qui ne sont pas très bien connues, et nous, en tant que ressortissants congolais vivant à l'étranger, je crois que... à travers des forums, à travers des activités, vous invitez la communauté, vous sensibilisez. Oui, et nous expliquons mieux la question, de façon que nous déblayons le terrain pour le gouvernement, de façon que quand le gouvernement vient, pose le problème est beaucoup bien compris, et peut-être la solution... Mais qu'est-ce qui justifie qu'on vous voyait plus à côté de l'opposition? J'ai fait allusion à l'époque délimité. Oui, non. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans la vie d'un homme. Bon, vous naissez enfant, vous grandissez, vous devenez adulte. Bon, à une certaine période de la vie, il y avait la dictature. Il y avait ce qu'on appelait la dictature. On a toujours connu la dictature dans ce pays-ci. Mais nous avons rejoint le président national, le père son âme, M. Etienne Tshisekedi. Et nous voulions qu'il y ait... Nous avons en fait contribué en amont à tout ce que vous voyez arriver ici. Aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là pour me jeter de fleurs. Les historiens vont savoir qui a fait quoi, mais je ne suis pas seul. Hein. En Europe, les choses ont changé, enfin, ont bougé à un certain moment donné. C'était en Europe, les Congolais ont pris conscience de ce qui se passait. Ils ont parlé, ils ont écrit. Nous autres, nous avons écrit, nous avons marché, nous avons fait des marches, nous avons crié haut. Et pour que... on puisse nous écouter. Ben voilà. Et en ce moment-là, la personne qui représentait toute cette force de cette énergie, c'était M. Tshisekedi. Donc c'est ce qui justifie notre présence à ses côtés. Et voilà. Et voilà la question qui suit. Bien que vous avez pratiquement répondu à une partie, voilà ce qui justifie aujourd'hui. Vous avez, je ne dirais pas abandonné, vous avez pratiquement arrêté avec la diplomatie de couloir. Vous avez décidé de revenir au pays et cette fois-ci faire de la politique active. Donc vous êtes candidat, député national à la FUNA. Oui. On peut avoir plusieurs chapeaux. Hein? On peut avoir plusieurs chapeaux. On a beaucoup d'habits. Je vois dans un très beau costume noir. Je crois que vous avez un bleu, vous avez un rouge. Bon, l'OCADA, c'est quelque chose vraiment que nous avons voulu mettre à la disposition du gouvernement. C'est-à-dire que nous avons étudié tous les problèmes, tous les maux que notre pays traversait. Nous nous sommes réunis, c'est un centre de réflexion, et nous avons étudié ces problèmes-là et nous avons suggéré, pour la plupart des problèmes, nous avons suggéré des pistes de solutions. Et nous les avons mis à la disposition du gouvernement, quitte à eux de prendre ce qu'ils veulent et de laisser... Pensez-vous avoir atteint vos objectifs à travers Bon, ça serait, je crois que ça serait tôt de dire que l'objectif a atteint ou pas, mais je sais que certaines de nos résolutions ou de nos réponses ont été reprises par le gouvernement. Le gouvernement a utilisé quand même certaines de nos idées dans leurs discours, dans leurs programmes, par-ci par-là. Et ça nous fait plaisir quand même. Hein. Mais dire qu'on a atteint... Le but, c'était de faire, en fait, être une intelligence pour le gouvernement, comme dans tous les pays du monde entier. Donc, vous développez de l'intelligence que vous mettez à la disposition du pays. Et là, nous y travaillons toujours. Peut-être qu'avec le temps, Dieu peut nous aider. Mais pour revenir à votre question, nous avons pensé, parce que les convictions, on a les convictions vraiment ancrées. Et vous savez, notre rigueur dans le travail, voir le pays, notre pays rejoindre les autres pays stables en Afrique en termes de prospérité, etc. Nous avons voulu venir aussi ici, travailler sur le terrain, parce que un constat a été fait. Nous avons fait un constat, et vous savez, après 63 ans, après l'indépendance, nous avons l'impression que les attentes de la population ne sont toujours pas
atteinte. I mean, on n'arrive pas à... En termes de bien-être, hein, en termes social, vous savez, nous allons arriver à la FUNA. Je sais que vous mourrez d'envie de me poser ces questions-là, mais le route, le social, la santé, etc., ben, la liste est longue. Les problèmes sont toujours là. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour conscientiser l'élite politique au Congo? Et c'est vrai, on peut crier à l'étranger, on peut écrire comme on a fait. Nous avons écrit, c'est une étape, on a écrit, on a fait du bruit, mais on a pensé aussi qu'il faut descendre sur le terrain, épauler ceux qui travaillent et voir dans quelle mesure... apporter votre pierre à l'édifice, oui. Ben, si jamais vous étiez élu député à la FUNA, c'est quoi votre projet de société? Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau pour la ville de Kinshasa? Justement. La FUNA en particulier. Oui, vous savez, d'abord, le but, c'est le bien-être de cette population-là. On veut créer... Et quand le peuple, quand notre circonscription, les gens qui habitent notre circonscription sont bien, ça a un effet sur le pays, parce que nous visons une société meilleure. Ouais? Bon, alors... Le projet de société, on a plusieurs projets. En fait, ce sont des problèmes qui se posent dans notre environnement. De tous ces projets-là, parce qu'en tant que député, en tant que membre de l'Assemblée, si jamais la population me faisait confiance, ce que je leur demande d'ailleurs, nous allons apporter toutes ces doléances-là à l'Assemblée. Nous allons proposer, nous allons venir avec des idées nouvelles de comment faire pour que ce problème-là soit résolu, parce que bon, ça fait très longtemps, comme je vous dis, c'est ce qui nous amène, c'est même ça la motivation. Pourquoi les problèmes ne sont pas toujours résolus? Les gens de la FUNA, ils ont voté les gens il y a 5 ans. Les gens là, je ne sais pas si ils leur ont parlé, parce que là, on me pose ces questions-là, mais en quoi je suis différent de ceux qui sont passés avant? Je ne sais pas ce que ceux qui sont passés avant moi disaient. Je ne sais pas ce qu'ils ont promis. Mais est-ce qu'après 5 ans, ces gens-là ont réalisé ce qu'ils avaient promis? Voilà la grande question. Et pourquoi ces gens-là doivent revenir? Et pourquoi la population de FUNA doit faire confiance aux mêmes gens qui ont promis des choses et qui n'ont pas réalisé? Donc je ne sais pas si c'est le même discours, mais j'ai des idées. Un problème simple aussi, le caniveau par exemple. Pourquoi l'eau ne passe pas dans les caniveaux? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut aller voir le pape pour ça, pour arranger les caniveaux, pour que les routes, qu'on circule librement? Il y a un autre problème qui se pose, notre jeunesse. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes, parce que la jeunesse, on ne peut pas toujours condamner la jeunesse, mais si la jeunesse ne fait rien, elle n'est pas occupée, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? J'ai lu votre tribune en parlant de la jeunesse, là plutôt je parle de la politique. Vous avez repensé la division administrative de la ville de Kinshasa. Une idée assez originale, qu'on puisse avoir 4 gouverneurs pour la ville de Kinshasa. Mais ça, la ville paraît très longue pour être dirigée par une seule personne, vous pensez? Oui, mais là-dedans, voilà, c'est un problème que nous avons. Mais ça, je crois que nous devons organiser une autre émission encore pour venir, parce que c'est très long. Je crois que j'avais discuté avec vous. Oui. Bon, vous voyez, un des problèmes, c'est pour cela que je demande à la population de nous faire confiance avec les idées nouvelles que nous avons. Essayons ces idées nouvelles-là. On ne doit pas avoir peur de ces idées nouvelles-là. Peut-être c'est ça la solution. Vous savez, Kinshasa, quand Kinshasa a été créé, et heureusement que je suis content que vous me ramenez là-bas. Kinshasa a été créé, et au début, je crois que la ville ne comportait que quelques millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions, ou que sais-je encore. Il y a beaucoup, la densité est très forte. Et on ne sait pas contenir tous ces gens-là. Si vous prenez votre commune de Gombe ici, et les caniveaux, c'est bouché partout, c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de gens que ce qui était prévu. Et la solution pouvait être nous déplaçons la capitale, où la ville peut ne plus être Gombe, nous la déplaçons. C'est un exemple, c'est dans cela que j'invite notre population à raisonner avec nous. Nous la déplaçons à Ansélé, par exemple. Comme Mouzé a voulu faire avec le marché des Exactement, comme ce qui s'est fait. Parce qu'on invente... notamment essayer un peu à rendre un peu le marché central un peu fluide. Oui. Il a créé le marché de la liberté pour, je dirais, désengorger. Exactement, c'est cette idée-là.
Et de cette façon-là, nous allons créer des routes, nous allons créer de nouveaux habitats, et la population qui est dense, qui est entassée, parce que là où il faut beau vivre, c'est Gombe, c'est ma campagne, et c'est pas ailleurs. Mais nous donnons la chance d'agrandir la ville. Et c'est même sur le plan même de santé, ça va être très bien. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a vu, parce que la ville ne fait que s'agrandir, ça devient très grand. Et on a pensé faire de nouveaux réaménagements. Et pour avoir, par exemple, divisé la ville de Kinshasa en 4 grandes villes, et avec 4 gouverneurs. Et ça peut être d'abord facile pour gouverner, pour gérer, et quand même pour avoir un endroit où... Vous voyez, la population, quand nous circulons, vous pouvez vous-même vous rendre compte, c'est trop déjà. La personne qui habite Maluku n'a pas besoin de venir en ville pour se payer un téléphone. On doit avoir des centres commerciaux sur place là-bas, des hôpitaux. Et c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet, je m'aimerais revenir, donner à notre pays, notre rendez-vous pour en parler. Pour en parler. Et exactement. Vous avez postulé dans un regroupement politique qui appartient à l'Union Sacrée. Donc vous soutenez les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bon, écoutez, bon, il est venu aux affaires, ça va faire maintenant 5 ans qu'il est là, et il a pris le pays de la façon dont nous savons, et il a travaillé, et il y a eu des avancées quand même, hein, il y a eu des avancées, il a une vision claire à laquelle j'adhère, et pourquoi je le soutiens? Je me suis dit, mais tiens, il y a eu quand même des avancées ici. Je crois que le mieux serait de l'épauler, de le soutenir pour qu'il achève ce qu'il a commencé. Et je ne pense pas que ce serait une bonne idée de faire table rase, c'est-à-dire rejeter tout ce qu'il a fait et recommencer encore à partir de la case de départ. Donc, je crois qu'il y a eu quand même des avancées que nous pouvons consolider, que nous pouvons... Vous faites allusion au PDL 145 territoires? Oui, c'est la gratuité de la maternité. Oui, la liste est longue. La liste est longue et ce n'est pas des slogans, hein, c'est des choses sur lesquelles, d'ailleurs, moi, j'invite sa campagne, lui-même, de battre sa campagne sur ces réalisations-là. C'est pas peu de choses, c'est quand même des choses qu'il a pu faire. Et il faut voir dans quelle mesure on peut faire encore plus et on peut rendre même déjà tout ce qu'il a fait, on peut faire mieux. Vous faites allusion à quoi? Bon, la gratuité de quotidien de la population, parce que la population a toujours faim. Oui. C'est vrai qu'il y a des routes secondaires aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers. Oui. L'assiette du ménagère est toujours vide. Justement, la barre n'est pas encore là où nous voulons qu'elle soit. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui mange à sa faim, la faim est toujours là. Le panier de la ménagère, ce n'est pas... toujours bien rempli, mais ça c'est quelque chose que nous devons faire, nous devons y aller mollo, et nous y arriverons. Et ce que je dis, c'est que pour que la population puisse manger à l'air faim, mais c'est le travail, il faut produire. Nous sommes une société de consommation, nous consommons beaucoup plus que nous produisons. Donc nous devons, par exemple, c'est ce que je disais dans un des programmes où j'étais invité ce matin, je leur ai dit, mais voilà, nous apportons des idées nouvellement. Nous devons tenir, par exemple, le bureau de contribution responsable de ce qu'ils font. S'il y a des sociétés, par exemple, dans la circonscription de Funa, des entreprises, des sociétés comme ça, on veut savoir si ces gens-là payent les impôts comme il faut, parce que ce sont ces impôts-là, ce qu'on paye, qui peut permettre à une commune de tourner. L'argent, si argent il y a, cet argent va où? Je vais donner un exemple. Par exemple, vous voyez que les télécommunications ici, les téléphones, c'est un luxe, mais ça ne devait pas être un luxe parce que c'est un moyen de communication. Si votre grand-mère est malade, elle doit être en mesure de vous atteindre. Et il ne faut pas, pour que vous m'envoyiez même cette émission, mais il n'y a pas de méga. Et surtout que le coltan provient d'ici. Provient d'ici. Alors, on voulait faire en sorte que nous
venons avec une proposition de loi qui fait que les abonnements pour le téléphone, etc., doivent être mensuels et à un prix auquel tout le monde, en tout cas, peut Vous faites allusion au crédit, aux unités. Aux unités. Pour les appels, que ce soit post-payé et non prépayé. Non prépayé. Cette histoire de prépayé, dans les propositions, je crois que je vous ai envoyé ou que vous allez lire, j'insiste beaucoup. Je commence par des histoires très simples, là, parce que si vous ne faites pas des choses simples, vous ne pouvez pas arriver aux grandes choses. La communication, par exemple, ne doit pas être un problème. Hein, on commence par là. Et les sociétés, comme j'ai dit, on doit voir toutes les sociétés qui sont dans la circonscription de Funa, leur dû, les contributions qu'ils apportent, nous devons savoir comment on les gère, et parce que c'est cet argent-là qui peut aider à nettoyer les routes, faire beaucoup d'autres choses. Vous faites la campagne du candidat numéro 20, je fais allusion à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur terrain, vous êtes buté à quoi? Comment vous... C'est facile de faire la campagne électorale à Kinshasa? C'est comme toute chose. Hein. Si je disais que c'était facile, je mentirais. Hein. D'abord, ça demande des finances. Il faut vous étiez récemment à Bumbu, à Selembao, à Makala, n'en parlons pas. Oui. Oui, mais vous pouvez voir que la population nous suit, la population nous écoute quand même. Et nous demandons, la population est fatiguée des promesses. Et c'est la même question qu'ils nous disent. Il nous regarde aussi, il dit, mais tiens, mais vous venez avec les discours que les mêmes personnes, que les autres ont amenés hier, et aujourd'hui, voilà où nous sommes. Et c'est pas facile de faire les campagnes ici, comme vous avez dit. Il faut beaucoup de moyens parce qu'on a un problème d'accès à des coins. Parce que la campagne, ce n'est pas des grandes villes seulement, là où il y a des gens avec des belles maisons. Mais il faut voir le fond fin, là. Par exemple, quand il y a les pluies, il y a la pluie d'avant-hier à Bandal, il fallait voir. Les érosions là-bas, la pluie, il y a une semaine à Selemba où il y a eu deux enfants qui ont perdu leur vie. Et nous devons acheter des sables, enfin, nous faisons des petits efforts seulement, acheter des sacs de sable, vous jeter, juste essayer d'éviter le pire, c'est-à-dire que essayer d'arranger, bien que ce n'est pas notre boulot d'arranger les routes, mais quand même juste faire quelque chose de façon... Mettre la main dans la pâte pour que la population vive, puisse... Mais voilà, si tout le monde faisait sa part, je crois, et même si pour le problème d'insalubrité publique, d'insalubrité publique plutôt, si les gens, si on pouvait revenir à la formule de Salongo chaque samedi, je crois que ça peut toujours arranger. Si on peut éduquer la population pour ne pas jeter les plastiques dans les rues, ça peut toujours prévenir, ça peut toujours prévenir beaucoup de maladies, etc. Donc on a un problème d'éducation, c'est pas seulement faire la campagne pour la campagne, mais nous devons éduquer notre peuple pendant que nous sommes en train de faire ça. Ouais. En parlant de ça, une question me vient vite en esprit, c'est de poser la question, est-ce que la population d'hier, parce que nous avons pratiquement traversé 4 cycles électoraux en RDC. Jadis, c'était plus avec le polo, c'était plus avec l'argent. Mais est-ce que la population congolaise, vous qui êtes allé à sa rencontre, attend encore ces histoires-là où finalement elle a compris que c'est plutôt les idées qui doivent faire marcher les choses? En tout cas, j'ai l'impression que la population a compris parce que j'étais quelque part où je discutais avec les jeunes gens, c'était à Selemba d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais il y a les gens là que nous avons votés autrefois, ils reviennent avec les polos pour nous le distribuer. Mais nous allons prendre ces polos-là, mais on ne va pas voter pour eux. Bon, ils ont dit ça. Ça c'est eux. Pas, les gens ne doivent pas maintenir rigueur. Je reporte seulement ce que les gens ont dit. Et non, les gens sont réceptifs parce qu'ils ont reçu beaucoup de promesses qui étaient fallacieuses. Et il y a des expressions dans d'autres cieux qui disent que trompe-moi une fois, ça va, j'accepte. Mais si tu me trompes 2 fois, ça passe, c'est ma faute à moi. J'accepte, oui. Ok. Et une question, j'ai dit tout à l'heure, là, je vous ai présenté comme étant, je ne dirais pas diaspora, comme étant quelqu'un qui a longtemps vécu à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est exclusif.
il y a les Congolais de l'étranger qui pourront voter. Je donne l'exemple des États-Unis, à Washington, D.C. Et comment vous avez accueilli cette nouvelle? Quand je dis comment vous avez accueilli, c'est-à-dire vos amis, vos frères qui sont restés là-bas, comment ils ont accueilli cette nouvelle, cette fois-ci, de contribuer, participer au scrutin du 20 décembre prochain? Non, mais l'idée était géniale parce que, vous savez, parfois nous sommes toujours pénalisés. Le Congo, il y a toujours des choses qui nous arrivent uniques dans leur genre. Par exemple, le Congolais de l'étranger ne pouvait pas voter. C'est comme si... ils n'étaient pas... Oui, tu es mon frère. À part le fait seulement que je sois en Belgique ou en France, toi au Congo, alors que tout le temps ici, je ne suis plus ton frère. Non, l'idée était géniale. Et comme projet pilote, on a commencé avec 5 pays, dont les États-Unis, et pour permettre aux Congolais qui vivent à l'étranger de pouvoir voter. Et on va voir ce que ça va donner. Les gens s'étaient fait enrôler, mais c'est à Washington. Et vous savez, les États-Unis, c'est un pays vaste. Hein. Je ne dis pas que tout c'est mieux, c'est le paradis, mais non. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 54 États aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Vous étiez à Boston, mais sauf qu'il y a seulement les gens qui se sont déplacés pour Washington. Pour aller à Washington, les gens vont voter. Oui, il fallait aller seulement à Washington. Bon, écoutez, je crois qu'on a lancé, comme toute idée, hein, on lance l'idée, mais ça, c'est beaucoup plus la CENI. Pilote, oui. Oui, il faut discuter beaucoup plus avec la CENI, mais moi, en tant que Congolais, donc je connais aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on avait on avait ouvert le bureau de vote, en fait, à Washington. Ils ont pensé comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ben, ils pouvaient le mettre partout, mais ils ont pensé, dans un premier temps, le faire à Washington. Et c'est ce qui a fait que les gens, quand même, s'étaient dit, mais nous... Parce qu'il y a des longues distances, hein, qui étaient, je ne sais pas, point X, pour aller à Washington, se faire enrôler, et puis peut-être rentrer là-bas voter. Ça pouvait être un problème. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déjà un acquis. C'est quelque chose qui s'est fait pour la première fois. Voyons les retombées, voyons ce qui va arriver. Et je trouve que c'était une bonne idée de donner quand même la chance aux autres Congolais de participer à leur devoir civil. Vous êtes le numéro 375 à la FUNA. Pourquoi la campagne électorale est pratiquement timide à Kinshasa? Oui, bon, en tout cas, à mon avis, quand moi j'ai fait les descentes à ma base, il y a toujours de l'enthousiasme. Je venais de dire là que là où on a prévu 150 personnes, on est surpris de voir 450 personnes qui se pointent. Là où on a prévu 500, il y a 700, et parfois c'est très difficile de contrôler cette masse, surtout si deux fois mon équipe de campagne dit que bon, il y avait des invitations, il y avait des gens qu'on avait demandé de venir, mais il y a toujours d'autres gens qui viennent pour écouter le message. C'est très difficile de dire aux gens de ne pas il y a l'insécurité qui s'en mêle. Et avec tout ça, il y a le problème de sécurité, parce que dans certaines de nos actions, on a vu les gens, les esprits se chauffent, on commence à lancer de l'eau ou des trucs, et bien voilà, ce n'est pas toujours... le cas, mais c'est un peu quand même... C'est quand même si des agents de l'ordre interviennent, et ça nous ramène toujours au problème qu'on a discuté plus tôt, le problème d'encadrement de la jeunesse. Parce que s'il y avait des écoles de formation, si cette jeunesse-là était occupée à faire quelque chose, je crois qu'ils ne se livreraient pas à ces genres d'actions, malheureusement. Ok. Et ce qui me pousse à vous poser la question par rapport à l'incertitude qui plane concernant la tenue effective des élections le 20 décembre prochain. Parce que la CENI continue de rassurer, mais seulement sur la toile, on entend dire autre chose. Vous êtes candidat, comment vous gérez ça? Imaginez-vous. Non, mais personnellement, moi, je veux que les élections se fassent. Et je suis de cœur avec la CENI, parce que, suivant leur calendrier, les choses, jusque-là, se passent de la façon dont le calendrier a été élaboré. Exactement. Mais n'empêche, sur le toile, je ne peux pas être hypocrite. On lit les histoires. Hein. La source, il y a des sources non dignes de foi qui parleraient de certains, de probables reports et tout ça. Mais imaginez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter. Moi, je me mets à la place des autres, les gens qui se sont dépensés, pas seulement en termes de ressources financières, d'énergie. Énergie et voilà. Tout ça.
Et d'ailleurs, parce que je crois que la population qui attend aussi voir les nouvelles gens venir, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, vraiment, de reporter les élections. C'est un avis personnel. Et d'ailleurs, je veux donner, si M. Kadima, qui peut suivre cette émission, je peux vouloir aussi donner une petite contribution parce que je ne me vante pas. Oui. Je vous en prie. Il y a M. Hemingway, il est professeur à Harvard et il a beaucoup écrit. Il a écrit énormément sur les histoires des élections, les cycles des élections. Je crois que M. Kadima doit connaître, doit avoir lu ses livres, ses enseignements. Et ce monsieur, il faut lire ses livres. Il a écrit sur la notion de démocratie et des élections. Il a d'abord parlé, il a d'abord dit que la démocratie sans faute n'existait pas. Hein. Il n'y a pas de démocratie idéale. Mais il a aussi parlé des élections. Les élections, il faut les faire. Même les mauvaises... Les gens seront surpris. Il y a toujours des ratés, même oui. Aux États-Unis. Les élections, même les plus mauvaises, il faut les faire. Et je me rappelle, j'ai écrit même un article là-dessus, parce que je suis aussi analyste politique, comme tu le sais, que les élections doivent toujours être faites. Ce qui importe, ce n'est pas que les élections étaient mauvaises, c'est inculquer dans le peuple l'esprit des élections. Parce que nous devons savoir que pour être élu... Cette culture électorale. La culture électorale, merci beaucoup pour le mot. Pourquoi? Parce qu'on n'accède pas au pouvoir en faisant le terrorisme, en se faisant rebelle, la rébellion. Non. Il y a un mode pour passer au pouvoir, c'est les élections. Nous sommes seulement au 4e siècle. Les pays comme les États-Unis et les autres en sont à leur 20e siècle. Et d'après Hemingway, dont je parlais tout à l'heure, il dit que nous avons encore la chance. 4e cycle, nous avons jusqu'au 15e cycle. C'est à partir du 15e cycle, là, on peut quand même dire que non, mais regardez, là, il y a un problème. Mais les élections, même les plus mauvaises, il faut toujours les faire. Et l'idée, c'est inculquer la culture électorale dans les chefs des individus. On est pratiquement à la fin de cette émission. Vous êtes, je rappelle une fois de plus, M. Eric Kamba, candidat numéro 375 à la FUNA. Regardez la caméra, vos électeurs, c'est quoi le message que vous lancez? Je demande à ma population de la FUNA de nous faire confiance. Je n'ai pas de discours magistral, je n'ai pas de promesses fallacieuses à vous dire. Je vous demande seulement votre confiance, votre vote, parce que nous allons apporter les changements auxquels vous attendez. Vous avez élu les gens dans le passé, les gens vous ont trahi, les gens vous ont promis des histoires qui n'ont pas réalisé. Et la population, vous devez être vigilant. Les gens qui n'ont pas fait ce qu'ils vous ont promis de faire, vous devez savoir ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi vous le dire, vous devez les sanctionner. Et c'est clair, ils ne méritent pas votre vote. Mais quant à nous, bien sûr, vous pouvez avoir le même sentiment à notre égard. Mais puisque nous n'avons pas encore géré la chose publique, nous ne vous avons rien promis. Et nous n'avons pas encore fait quoi que ce soit. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous faire confiance. Nous avons les idées nouvelles. Nous vous assurons que vos doléances seront apportées à l'Assemblée générale ou bien au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Parlement pour que nous puissions avoir des lois qui vont aider la population de Funa, qui vont faire en sorte que le bien-être de chaque individu soit respecté. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi ces cris de cœur d'un fils valable de la Funa, né, grandi à la Funa, et qui est allé juste à l'extérieur pour ajouter un petit plus, pour venir sortir ses frères et sœurs de cette misère ou encore de tout ce qu'ils traversent comme difficulté. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Au cours d'une démarche scientifique, il a souhaité doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution et qui aura pour particularité notamment c'est de ramener les 26 provinces de la République démocratique du Congo en 6 régions, mais aussi de ramener le mandat du chef de l'État en mandat unique de 9 ans, mais aussi l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Une démarche purement scientifique selon son auteur,
qui estime que ça pourra consolider l'autorité de l'État, mais aussi renforcer, préserver l'intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, nous les recevons sur ces plateaux. Il s'appelle le professeur émérite Isidore Ndaïwel Eziem. Puisque c'est de lui que nous parlons, il est historien congolais de grand renom. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité et surtout de cette réflexion qu'il a mise à la place publique pour que l'élite congolaise puisse en débattre. Il est auteur de plusieurs œuvres, puisque j'ai dit qu'il est historien, notamment l'histoire générale du Congo, le Congo dans l'ouragan de l'histoire, mais aussi l'audace de dresser le front pour un autre Congo. Là, c'est l'essentiel de quelques œuvres que j'ai épinglées pour vous, afin que vous puissiez mieux comprendre la personne. Professeur, soyez les bienvenus sur mon plateau.